Vous êtes sur Air Party, un club de community builders. Nous cherchons à créer d'incroyables communautés autour des contenus que nous publions. Nous sommes convaincus que la création de communautés en ligne va redéfinir bon nombre de projets de société d'ici les 5 prochaines années. Le club compte des auteurs de newsletters, des podcasteurs, indépendants, entrepreneurs, en poste, profs, parents, étudiants et ceux du monde entier. Nous souhaitons vous partager certaines de nos conversations et de vous y inviter le plus souvent possible. Sur ce premier numéro, Marie Dolé, auteure de In Bed with Tech, Alexis Ménard, hôte du podcast Equity 101, Jasmine Manet, hôte du podcast Vocation Podcast, et moi-même, Alexandre Durand-Chabert, fondateur d'Air Party, avons échangé avec notre communauté lors d'un Fireside Chat en live autour de l'outil Substack et de nos newsletters favorites sur ce nouveau média. Super, bienvenue à tous pour ceux qui arrivent tranquillement pour cette soirée spéciale Substack où nous allons vous partager les meilleures trouvailles qu'on a trouvées sur cette plateforme dont on va vous parler. Donc ici présent Alexis Ménard qui est l'hôte du podcast Equity 101. Un podcast qui parle d'entrepreneuriat, de levée de fonds et d'equity, et qui tient également une newsletter sur Substack. Voilà. Bonsoir à tous. Ouais, bon, salut. Jasmine, donc toi également, tu as un podcast qui s'appelle Vocation Podcast, qui traite des vocations, des carrières, plutôt focus sur les étudiants, ce qu'ils veulent devenir après. Et tu as aussi ta newsletter sur Substack dans lequel tu fais d'incroyables show notes très denses, très bien foutues. Voilà. Salut tout le monde. Salut. Et puis Marie Dolé, donc qui a une newsletter également sur Substack qui parle de digital, de game changing, de trends, qui s'appelle In Bed with Tech. Voilà, Marie est avec nous également ce soir. Et bonjour à tous. Voilà, donc nous quatre et moi, donc du coup Alexandre Durand-Chabert. Donc écoutez, je suis votre serviteur pour ce soir. J'ai lancé Air Party, donc qui est une communauté de community builders et de créateurs de contenu qui aujourd'hui sont des créateurs de newsletters, des créateurs de podcasts, des créateurs de cours en ligne et qui se réunissent tous ensemble pour aller plus vite, pour faire de la veille plus vite. Et notre collectif communauté est encore naissante et on a trouvé très sympa de se dire, de partager un peu nos bons coins à champignons, j'aime bien cette expression-là, avec le reste, avec d'autres, voilà, sur ce Fireside Chat. Donc le thème de ce soir, c'est Substack, c'est les newsletters. Donc Substack, c'est un outil qui est sorti il y a longtemps, je crois déjà. C'est pas un jeune outil. Ça permet de faire plusieurs choses en même temps. C'est pas qu'un outil de newsletter. Est-ce que Marie, tu peux nous en dire peut-être un mot sur cet outil? Alors, Substack a été lancé il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, effectivement, c'est pas ça date quand même maintenant. C'est un outil d'édition de mailing qui va permettre en fait à des gens sans connaissance de code ou autre, mais un petit peu comme Mailchimp finalement, de lancer une newsletter qu'on peut ensuite monétiser. Moi, je dirais que la particularité du service, pour en avoir testé d'autres, c'est vraiment en fait le fait que ça s'imbrique avec un site internet. Donc, c'est vraiment une newsletter qui est associée à un site internet. Donc, on envoie une newsletter et ça redirige vers une site internet. Et en fait, tout est fait pour bâtir une communauté. Et quand on arrive sur le site internet, tout est fait pour que les gens puissent s'abonner. Donc, d'un point de vue pour un créateur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment bâtir une communauté sur chacun de ses articles et puis de faire d'augmenter sa base d'abonnés finalement à chaque article, quoi. Ouais, donc ça fait blog, ça fait newsletter. Il y a des features qui s'ajoutent qui permettent maintenant de faire du podcast, qui permettent de faire plein de choses. On en parlera plus vers la fin du live. Aujourd'hui, on a tous là un usage qui est un peu particulier. Ce qu'on va faire, c'est que on va vous dire un peu comment nous on l'utilise. Ça nous a paru intéressant, même si quelque part on est tous là à avoir un point de fuite, comme tu le dis Marie, qui est
le community building. Malgré tout, quand on arrive sur Substack et qu'on a déjà créé du contenu auparavant sur d'autres plateformes, c'est pas la même démarche que lorsqu'on arrive sur Substack pour la première fois, pour publier la première fois. Et Marie, tu peux peut-être nous dire comment toi t'es allée sur Substack. Alors, à peu près 5 ans que je publie, que j'écris énormément, mais je publie dans d'autres médias. Ouais. Et donc voilà, j'ai toujours fait ça et j'ai finalement jamais su exactement qui pouvait me lire. Donc je l'ai su via éventuellement des tweets ou des choses comme ça. Mais en plus, je me suis toujours demandé est-ce que c'est des gens qui sont intéressés par le média, par ma plume, en tout cas mon avis, ce que j'écris. Donc c'était un petit peu dans cette optique-là. Et quand j'ai lancé donc mon Substack, c'était sur un coup de tête un vendredi soir. Et puis je me suis dit tiens, je vais lancer le Substack dimanche. Et donc voilà, du coup ça a été assez intéressant parce que j'ai tout de suite eu, alors j'avais fait une page de garde d'inscription, j'ai tout de suite eu, je crois que c'était à peu près 90 inscrits alors que j'avais rien publié. Donc du coup, j'ai trouvé ça m'a fait super plaisir et ça a aussi mis la pression. Ta communauté, elle était plutôt sur Twitter, toi, c'est ça ? Oui, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc voilà, j'ai juste mis j'avais posté un tweet en disant voilà, je lance mon Substack si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais du coup, ça me fait penser aussi, j'ai lu pas mal d'articles qui disent à chaque fois qu'il faut penser à faire des waiting lists. Donc ça aussi, c'est une recommandation à quelqu'un qui va lancer un Substack. Parler suffisamment tôt parce que je pense que c'est important. Et voilà, ensuite j'ai lancé mon premier numéro. Au début, je me suis dit bah tiens, je vais en faire un de temps en temps. Et puis après, je me suis dit bah je vais en faire un tous les 15 jours. Et puis ensuite toutes les semaines. Donc là, ça fait 4 semaines et pour le moment, je m'y tiens. Plutôt longue forme. Et voilà, aujourd'hui, je suis à 390 inscrits. Sans aucune action marketing particulière. J'ai un taux d'ouverture. Alors, les premières newsletters, j'étais à 75. Là, maintenant, je suis plutôt à 60%. Mais pour quelqu'un qui fait du mailing traditionnel, c'est des taux qui sont extrêmement bons. Moi qui fais du mailing depuis tout à fait. Généralement, on a 30, 35, 40 si vraiment on est sur sa base client. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Du coup, Jasmine, toi, le podcast, au départ, même usage qu'Alexis, à peu près ? Alors oui, moi j'ai commencé par un podcast aussi et au bout d'un mois et demi, je pense, après le lancement du podcast, et en gros, moi dans un podcast, je décrypte des métiers et du coup, c'est forcément incarné par l'intervenant et l'entreprise dans laquelle il est. Et j'ai eu envie de faire des fiches métiers, si je peux le dire comme ça, pour aller plus loin, pour donner plus de ressources. Et donc la newsletter était un bon canal pour le faire. Et moi, j'ai choisi Substack très naturellement parce que c'est l'outil que je connaissais de par mes lectures. Enfin, on en parlera après, mais d'autres newsletters que je connaissais avant. Donc, je l'ai choisi presque sans hésiter. Et aujourd'hui, comme Marie, moi, j'ai pas fait d'annonce du tout. C'était plus, j'en parlais dans mes podcasts ou sinon et comme ça, la communauté a grandi. Je l'ai lancé, il me semble, mi-mars. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu plus à peu près 500 inscrits et puis ça augmente un peu organiquement en partageant sur LinkedIn et je trouve que c'est un outil très pratique, un peu comme Alexis, tu disais Medium que j'avais utilisé dans une autre vie mais qui est aussi très intuitif et je trouve que Substack là-dessus est très fort, c'est que ça demande pas beaucoup de mise en page et pas beaucoup de travail pour faire des choses très bien et très lisibles, donc très satisfaite de l'outil. Alors du coup, je mets un peu les pieds dedans. C'est la question sur Substack, c'est est-ce qu'on y est parce que c'est hype ou est-ce qu'on y est parce que ça sert à quelque chose ou est-ce qu'on y est parce que c'est les deux. Est-ce que le marqueur social d'un outil est pas prépondérant dans le choix de cet outil, surtout sur une certaine cible qui est plutôt tech, plutôt business. Pourquoi les gens de la tech d'un seul coup sont passés de Medium à Substack? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est utile et que c'est incroyablement pré-mâché comme et pensé de cette manière-là qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Il y a un côté hype, ça tu peux pas. Je trouve que tu peux pas t'en affranchir. Et il est vrai, il est là tout le temps, il est là sur plein de choses. Enfin, tu le retrouves. Alors, je sais pas comment l'analyser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as un côté hype et c'est certain. Et tu l'as vu dans la communauté francophone. Hein, je pense que Substack était hype avant ailleurs qu'en France, et puis tout d'un coup, tout le monde a commencé à y passer. Ça envoyait sur Twitter dans tous les sens. Donc tu fais gaffe et tu bascules. Par contre, moi, il y a quand même un point que t'as dit, où Marie a dit, c'est du
tu écris pour envoyer un mail, ça change tout en fait. Ça change le médium. T'écris pour envoyer un mail. C'est-à-dire que la première fonction quand t'écris ton truc, ton publish, c'est la date à laquelle ton mail part. Et c'est pas tu fais pas une mise en forme différente. C'est ce que t'as écrit qui s'envoie dans le mail. Et pour moi, ça change le jeu. Et en fait, Medium qui essaye de rattraper le truc et qui vient de lancer sa fonction newsletter, qui a pris quelques mois de retard. Bah, ils sont en arrière sur l'usage en fait, et c'est peut-être là-dessus moi que j'insisterai. Clairement un train de retard. Mais complètement en phase avec Alexis. C'est vraiment de toute façon cette synchro entre le mail et le site. Et moi, pour avoir utilisé Medium, je suis désolée, mais c'est l'enfer Medium. C'est l'enfer parce que, alors en plus, ils ont mis tout un espèce de système de paywall. Donc, quand tu arrives, on te dit bon, bah alors soit vous êtes sous paywall, soit vous n'êtes pas sous paywall. Alors moi, j'ai essayé les deux, mais en fait, il n'y a rien des deux qui marche. Donc, c'était un peu une catastrophe. Et puis quand tu as passé du temps à écrire un article et que tu as zéro portée, c'est quand même extrêmement frustrant. Donc voilà, moi Medium c'est terminé, et puis en plus c'est terminé mais forever quoi. Je veux dire, je n'y retourne pas, même avec leur nouvelle feature newsletter. Je suis très très contente de Substack. Après Substack n'est pas la seule plateforme, hein. Il y a d'autres plateformes type je crois que c'est Ghost, c'est ça, il y a Tiny Letter, etc. Ouais. Et là on est sur des formats, enfin en tout cas des plateformes qui se ressemblent beaucoup. Point qui est la différence entre Ghost et pourtant je l'ai pas utilisé, mais ce qui m'a fait basculer sur Substack versus Ghost, c'est aussi le fait que ça soit y a rien à configurer quoi. Je veux dire c'est clé en main, tu mets ton nom, tu mets ton mail et tu balances ton premier post quoi. C'est d'un confort en tant qu'utilisateur, parce qu'en fait moi j'ai autre chose à faire que de configurer un truc, tu vois un serveur. On n'est pas là, mais tu as quand même cette facilité d'envoyer. Alors c'est pas parfait et on y reviendra je pense, mais c'est quand même super facile. Mais c'est ce que disait le fondateur, hein. Il disait que lui le plus important c'était que les gens se concentrent sur l'écriture. Et donc voilà, pas de fioritures, pas de voilà, et tout le reste est très simple. Et c'est exactement ça. Je veux dire, bon, après quand tu uploads ton texte, tu mets des liens, des images, ok, mais c'est hyper Moi, pour rebondir sur ta question, Alex, je pense que c'est pas forcément une question de mode, mais une question de confiance. Notamment, moi, j'ai des auteurs que je suivais depuis un moment qui étaient pas sur Substack et qui ont décidé de passer sur Substack. Et que moi j'ai vu avant même de lancer ma newsletter, je leur fais confiance pour avoir fait l'étude des différents outils, pour avoir fait le choix d'avoir transformé leur base où ils sont déjà, ils écrivent depuis 3-4 ans, et de se dire là je vais passer sur un autre outil. Et donc c'est plus de voir des sortes d'un peu de personnes d'influence pour moi qui m'ont fait avoir confiance dans l'outil sans même une mode en fait. Et après on le voit en France, la tendance est de même, que beaucoup de grands écrivains, en tout cas des newsletters, l'ont fait aussi. Donc, c'est un double entre mode et confiance de ceux qui ont étudié le sujet. Et ce qui nous permet peut-être de rentrer dans la partie un peu membership, c'est-à-dire ce pourquoi, enfin, en tout cas, c'est ce que propose en fait Substack, c'est-à-dire d'être rémunéré pour ce qu'on publie. Avec leur partie, je facture 10 €, 20 €, 30 €, un abonnement par mois à mes lecteurs pour accéder à du contenu exclusif. C'est un peu le paradigme de ce genre d'outils où il n'y a pas que Substack. Effectivement, Ghost le propose, il y en a de plus en plus. Ça leur donne le pouvoir aux créateurs. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous voyez des gens la question est un peu large, un peu macro, mais est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à en vivre de ça, ou à vivre se construire des compléments de revenus par rapport à ça? C'est une vraie question, parce que c'est pas comme si c'était une petite feature, c'est la feature phare de Substack. Mais t'as un mythe derrière, le mythe du 100 000 $ par an. C'est ce que tout le monde. Et une fois que tu t'accroches à ça, tu te dis qu'il y a un avenir. Mais je laisse Marie parce que j'ai vu qu'elle voulait parler. Non, mais tu es à combien de centaines de milliers de dollars par an? J'allais dire exactement la même chose que toi. J'allais parler de ce mythe parce que ces 100 000 $, on l'a tous lu, etc. Donc je trouve ça assez drôle. Je pense que honnêtement en France le marché est pas il n'y est pas encore. Hein. Je veux dire, je vois mal le marché en ce moment. Alors, à savoir que moi, il y a quelqu'un que je suis qui a une newsletter qui s'appelle Éric Dupin, la newsletter s'appelle Citronium. Alors, il n'est pas sur Substack, il hésite à basculer. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, c'était un des premiers, je dirais, sur la France à mettre en place un système de newsletter payant et puis surtout de newsletter longue forme. Et il a arrêté au bout d'1 an.
an parce que c'était pas assez, enfin c'est pas assez rentable. En tout cas, il a enlevé le paywall parce que ça ne lui ramenait pas assez de contributions. Et pourtant, pour le lire depuis plus d'un an, et c'est le fondateur de Presse Citron, donc vous voyez un petit peu le niveau. Enfin, voilà, c'est quand même du bon niveau. Voilà, donc il n'a pas réussi à en vivre en tout cas. Maintenant, il expérimente. À terme, je pense qu'on devrait y arriver, mais voilà. Pour le moment, je pense qu'on est tous un peu en mode test and learn. Mais... Il y a un mode qui est intéressant, qui est celui que moi j'aime bien, mais je vais laisser Jasmine en parler mieux que moi. Mais c'est FemStreet, parce que FemStreet, si vous connaissez pas d'ailleurs cette newsletter sur Substack d'une femme new-yorkaise dans les VC, qui est VC. Elle est anglaise. Ah ok. Enfin, je crois qu'elle est même pas anglaise, mais qu'elle vit à Londres. Ouais, bah son payant, il se déclenche pas pour accéder à du contenu et de l'expertise, il se déclenche pour accéder à une communauté. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai sorti ma carte. Les premières fois, c'est souvent pour accéder à une communauté, parce que derrière c'est bien géré, parce que derrière il y a quelque chose d'unique et que le contenu aujourd'hui, pour vraiment payer pour du contenu, faut vraiment y aller. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce modèle de FemStreet? Ouais, avec grand plaisir. Moi, pour l'anecdote, c'est la première newsletter à laquelle je me suis abonnée bien avant Substack, depuis, je pense bien 2-3 ans, et qui était une des seules que j'ai lues pendant un long moment, parce que j'avais fait une expérience en VC, j'avais entendu parler d'elle par un de ses collègues, tout simplement. Pour FemStreet, je pense que c'est important de rappeler, qui fait une newsletter sur les femmes en VC et dans la tech, notamment dans les pays anglo-saxons, donc surtout avec un focus sur l'Angleterre et les États-Unis, parfois aussi l'Allemagne et la France, mais principalement ces pays-là. Faut bien rappeler que c'est pas que du payant, il y a aussi toute une partie gratuite où sa newsletter historique qui sort tous les dimanches, elle reste gratuite, c'est un peu le produit d'appel pour sa communauté payante. Et il me semble qu'à peu près 10% de ses abonnés sont passés à la version payante et qui là permet d'accéder à une communauté. Donc c'est un Slack, c'est du contenu premium, etc. Mais qui en fait, cette communauté existait avant le payant. Et en fait, c'était sa densité et son implication, si je peux dire comme ça, qui a incité à passer à la version payante pour aussi rémunérer le temps et le travail qui était mis et de son côté, c'est pas son boulot, c'est son projet à côté qu'elle a décidé de monétiser un peu pour valoriser son travail, si je comprends l'approche, et qui reste gratuite dans une certaine mesure et qui permet plus d'avoir une interaction avec les membres. Et donc, ça va au-delà de la newsletter, même s'il y a une version, un premium des membres sur Substack, etc. C'est plus, on paye sur Substack, mais pour avoir accès à une plateforme qui n'est pas sur Substack. De communauté, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'elle s'est pas construite grâce à Substack. Je pense qu'ils se connaissent tous à New York et qu'ils sortent en réel, en vrai, et pas simplement sur Internet, et que la plupart des interactions que on voit sur le Slack ne représentent pas le 10e peut-être de ce qui se passe en vrai localement. Donc il y a aussi ça. La question qui se pose, c'est est-ce que on peut onboarder sur du payant réellement toute une audience from scratch de zéro? Est-ce que Substack est un outil qui permet de construire des super grosses audiences, ou est-ce que c'est un outil qui sert déjà à des communautés préexistantes physiques qui va permettre de transformer? Si tout un tas de questions. Préciser, pour l'histoire de FemStreet particulièrement, en gros, dans son Slack original, qui est toujours celui qui est utilisé aujourd'hui dans la version payante, en fait, tous ceux qui avaient droit d'être acceptés, ils devaient être abonnés depuis un certain temps et avoir un taux d'ouverture personnel de plus de 60-70%, ce qui faisait qu'elle avait presque une garantie que ces gens très engagés étaient prêts à la suivre dans un format avec quelques euros par mois. Je crois que c'est $10, c'est pas non plus... c'est quelques pintes à l'occasion, mais en fait dans sa démarche, il y avait quand même une sorte de préqualification, de pré-construction de cette audience, et donc pour construire là-dessus, je pense qu'après c'était peut-être une des premières personnes à le faire, mais donc c'est vraiment consolider une communauté existante. Mais ça, c'est très smart parce que du coup, ça te permet d'onboarder tes power users. Et puis, à la limite, ensuite, tu peux élargir. Mais de toute façon, tu sais qu'il y aura de l'activité parce que c'est toujours le problème avec les communautés. C'est que tu onboardes des gens et puis ils s'inscrivent, mais ils ne reviennent pas ou ils ne sont pas actifs. Là, tu assures finalement de l'animation et puis ensuite, tu peux l'ouvrir plus largement si besoin. Mais c'est très smart, quoi. Donc, tu as partagé FemStreet. Tu as quoi d'autre dans ton sac?
Ouais, plein de choses, mais enfin j'en découvre beaucoup aujourd'hui, notamment avec des initiatives de partage de newsletters sur LinkedIn, etc. Mais je vais parler de celles que je suis depuis plus longtemps et pas de celles que je découvre. Donc il y a Femme Street que depuis un moment, et sinon une en français et une en anglais, mais écrite par une française. Il y a Le billet du futur de Samuel Durand que j'apprécie particulièrement, qui réfléchit sur les futures tendances du travail, qui aujourd'hui est bimensuel, qui est passé en bimensuel récemment, mais qui donne beaucoup en tout cas, qui laisse réfléchir sur le futur du travail. Et sinon, une qui s'appelle Laetitia at Work de Laetitia Vito de Welcome to the Jungle, mais qui est en anglais. Celle-ci est maintenant bimensuelle également et qui réfléchit aussi à ces sujets de futur du travail qui, moi, m'intéressent et du coup, d'où ce suivi, mais avec une approche très moderne, très féministe, très européenne et qui me plaît de même que Femme Street. Donc, c'est un peu les trois que je recommanderais aujourd'hui. Si vous voulez, je prends la suite et puis je m'arrête dès que je vois Alexis, je lui laisse le floor. Moi, j'en ai plein, j'en teste beaucoup. Je pense que j'ai dû mettre en ce moment à peu près une 50aine de newsletters en surveillance. Alors, j'avais d'abord mis en place un système sur ma boîte mail et puis finalement, je suis passée sur Stoopinbox. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est un outil qui est assez pratique et où je centralise toutes mes newsletters. Et voilà, du coup, arrive à faire l'exercice de rentrer tout dans Stoopinbox? Bah oui, puisque c'est une adresse mail en fait. C'est-à-dire que quand je m'inscris à une newsletter, c'est marie@stoopinbox.com. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est comme une adresse mail. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'était la petite chose. Moi, sur les newsletters, alors moi j'aime bien celle de Josh Constine, qui est en fait qui travaillait chez TechCrunch avant et qui est maintenant VC. Donc, il s'appelle Moving Product, qui est sur tout ce qui est un peu tech, social media et tout. Donc, j'ai toujours aimé sa plume, son point de vue. Donc, voilà, en fait, qu'il soit sur Substack ou pas, je l'ai juste suivi. Ça, c'est la première chose. La deuxième que j'aime beaucoup, c'est The Browser. Donc, c'est Robert Cottrell. Mais ce que j'aime bien, c'est pas forcément tellement le format, c'est toute la logique derrière. Il y avait un article récemment où il expliquait en fait qu'il lisait 1000 articles par jour. Je ne sais plus si c'était 1000 ou 10 000 d'ailleurs, accessoirement. Enfin bon, bref, peu importe, je crois que c'est peut-être 1000. Et en fait, il expliquait tout son process de veille avec son Feedly, avec son Reddit. Ensuite, il passait par, alors je me souviens plus d'outils. Bon, bref, en tout cas, un système de veille qui était hyper pointu pour faire sourcer les 3 meilleurs articles. Donc toute la logique, j'aime bien. Je suis globalement, je dirais que 70% de ces trouvailles, je les trouve vraiment très très bien. Donc voilà, c'est une bonne lecture. Ensuite, j'aime bien aussi Avoid Boring People sur Substack. C'est des sujets un peu tech, finance, autres, et c'est pas mal. Et enfin, une dernière que j'aime bien, qui est un petit peu du snacking content pour le coup. C'est pas Substack, c'est Tiny Letter, mais c'est un peu le même principe. Ça s'appelle Recommendo. Et c'est en fait des astuces en fait c'est 4-5 outils ou services ou choses qu'il a lues, qu'il a trouvé intéressant. Et là, ce que j'aime bien aussi, c'est la monétisation derrière, c'est-à-dire d'un point de vue marketing, parce qu'il a tout un système d'affiliation avec Amazon. Donc, la manière dont il a construit sa newsletter, son affiliation derrière, et puis je crois qu'il édite même un livre une fois par an ou quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment très smart. Donc je trouve que c'est aussi un bon exercice marketing de suivre cette newsletter. Et puis, je veux dire, il y a 6 liens à chaque fois, c'est une fois par semaine. Et je crois que sur les 6 liens, il y en a au moins 3 à chaque fois où ça m'interpelle. Donc voilà, j'aime pas mal. Voilà. Donc ça, je te passe la parole. Mais oui, vas-y. Dans tous ceux que vous utilisez là, sur lesquels vous êtes plugué, vous êtes inscrite, vous voyez beaucoup de Substack qui utilisent les features de Substack, c'est-à-dire justement la fonction thread Q&A, thread Q&A ou pas, la feature podcast aussi. Ou alors est-ce que c'est un usage plutôt classique? Moi, je vois pas mal de thread Q&A parce que les gens ont compris quand même que s'ils veulent que ça marche, ils doivent avoir une communauté engagée.
Et puis il faut faire réagir. Et puis en fait, c'est pas du top down. C'est-à-dire qu'il faut demander aux communautés ce qu'elles veulent lire. Il faut les faire participer. Moi, j'ai vu pas mal de Substack que je trouve assez intéressantes avec carrément des lecteurs qui sont en feature sur leur newsletter avec à chaque fois, il y a 5 noms. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai essayé de faire pour mon édition de dimanche, parce que je trouvais que l'idée était sympa. Et puis c'est de l'intelligence collective, donc c'est même pas une question de démarche marketing pour que sa newsletter marche. C'est juste que tu apprends beaucoup plus quand tu confrontes ton avis avec d'autres personnes, et c'est beaucoup plus enrichissant, quoi. Ouais. Et FemStreet, elle fait ça. Elle fait du content-based community, comme on dit. C'est-à-dire, elle donne la parole aux membres de sa communauté pour enrichir le contenu, et c'est souvent le signe d'une très grande maturité dans la communauté elle-même, parce que les membres, avant qu'ils puissent donner comme ça, il faut qu'ils s'y retrouvent par ailleurs. Donc effectivement, c'est hyper intéressant cette interaction de contenu qu'on retrouve. Moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai vu? FemStreet, j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup surtout parce que sur l'aspect community building, comment elle a construit tout son process et comment elle l'utilise. Je sais pas si vous avez vu elle a ouvert, en parlant de content-based community, elle a ouvert des cercles, ces circles. T'as vu ça, Jasmine? Non, j'ai pas vu. Elle a ouvert des cercles, donc dans son Slack, elle a ouvert des cercles marketing, des cercles thématiques, dans lesquels il y a en gros un chef de tribu, un responsable qui va shooter un article par semaine qui est le digest de réflexion de tout le cercle. Et quand c'est arrivé, j'ai cru que c'était juste des channels Slack en plus. Il n'y avait pas beaucoup de vie, et en fait, il y a une stratégie de contenu collaboratif derrière très puissante. Donc, si vous m'entendez toujours ou pas? Ouais. On a eu un petit bug. Pendant un petit moment, ouais. Il y a eu un petit bug. Okay. Super organizer. Donc voilà, je veux parler de cette newsletter incroyable sur l'organisation de la knowledge, de la connaissance, où il va interviewer tout un tas de personnes qui vont complètement partager la manière dont ils gèrent leurs infos au quotidien. C'est vraiment genre de newsletter pas blabla et hyper riche. Voilà, donc ça je surkiffe. Très complet en plus. Ça fait partie maintenant, si vous avez suivi ce type, on peut pas tout parler de Substack aujourd'hui, mais il y a des tendances aujourd'hui de newsletters qui fusionnent dans des bundles. Ouais, voilà. Donc il s'est fusionné avec une autre newsletter, voire une troisième, je crois, depuis 2 jours, pour un seul tarif. Voilà. Moi, si je peux revenir, un peu sur ce que vous avez dit tous les deux, je pense que on en a un peu parlé, mais si ce n'est pour l'intérêt marketing ou l'intérêt un peu de gagner sa vie par des newsletters, etc. Je pense qu'en France, on est encore très jeune sur le sujet, et là vous citez tous les deux et moi-même des newsletters souvent américaines, ou en tout cas qui existent depuis un moment, qui permettent aussi quand on s'intéresse à ces sujets, et un peu l'horizon, et comme on disait, le fameux mythe de tout à l'heure, je pense que quand on s'intéresse à ce sujet, il faut suivre aussi des auteurs et notamment sur Substack, qui ont des grosses audiences et qui tentent différentes features qui vont le faire bien avant ceux en France. Et je pense que c'est intéressant d'avoir de suivre, même si c'est le sujet nous intéresse, des communautés et des écrivains sur Substack, juste pour découvrir justement toute cette richesse marketing, ces nouvelles features. Ouais, c'est hyper important. Je suis hyper d'accord. Ça m'amène juste à la deuxième newsletter qui est un peu dans cette logique, que je regarde pas pour le contenu, parce que alors vous allez vite comprendre pourquoi. C'est une newsletter locale de la vie de la ville de Charlotte Ledger, et en fait c'est un usage de Substack que j'aurais pas attendu. Enfin, je pensais pas trouver sur Substack des news d'une région, et c'est hyper intéressant parce que l'usage marketing qui en est fait, je pense qu'il est assez pionnier par rapport à cet outil-là. Donc c'est intéressant de voir comment un journal local s'est emparé un peu de cet outil-là. Et puis une dernière, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, il y en a. Je parlerai d'une newsletter qui est pas de Substack, mais que j'aime beaucoup,
D'ailleurs, on s'est tous autorisés à en citer une qui n'est pas de Substack. Et ça va être la newsletter de Rosie.land, Rosie Cherry, la community builder, on va pas l'appeler community manager, mais littéralement community builder de Indie Maker, et qui en fait a sa newsletter, c'est une bibliothèque de ressources pour construire des communautés. Donc, elle partage non seulement dans sa newsletter plein de choses, mais elle a aussi une librairie, une bibliothèque de ressources très très approfondie. Ça aussi une très belle découverte. Alexis, t'es revenu parmi nous. On t'entend. Ouais. Eh ben écoute, j'étais heureux de faire ce live avec vous. non, mais je vous ai pas, en fait, je vous ai pas entendu, mais vous avez partagé vos coups de cœur, c'est ça? C'est ça. Ouais. On attend les. Mais on t'attendait, t'es arrivé, mais à point nommé. Eh ben écoute, moi j'ai commencé à partager Snowball. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oui, Vous m'avez entendu ou pas jusqu'au bout? Oui, on a juste ça, mais on a entendu. D'accord. Eh ben écoute, c'était super, vraiment. Et vous avez eu les métriques aussi, parce que moi ça m'intéresse. Enfin, les métriques, vous avez entendu quand je vous ai donné ou pas? Non, je les ai pas parce que entendus. les métriques qu'il a, en tout cas qu'il annonce, qu'il a entendu, et c'est presque le plus important, je trouve, dans le truc. Au-delà du fait que le mec est talentueux et que tu as envie de lire une newsletter sur la finance personnelle, ce qui est assez dingue quand tu y réfléchis. Quand il partage les abonnés, il est à 2500 abonnés gratuits et 500 payants à 5 € par mois. Ça commence à être intéressant, et tout ça en 3 mois ou en 2 mois et demi. Donc je trouve que quand on parle de gens qui n'ont pas réussi à craquer le modèle en France, ce type de choses, ça donne une bonne lecture de ce que ça peut être quand tu arrives à créer le bon contenu, quand tu arrives à trouver ton audience, et quand tu arrives à finalement interagir et apporter suffisamment de valeur dans ta partie premium, parce que finalement le sujet il est là. Et donc ça c'est vraiment, je trouve, un truc qui me plaît bien. Et le deuxième, le deuxième que je voulais partager, j'en ai d'autres sur Substack, mais vous avez dû en partager plein, mais il y en a un, moi, c'était plutôt un coup de cœur qui est pas Substack, qui s'appelle Morning Brew. Je sais pas si ça parle à certains. Qui est un truc de dingue, quand une newsletter finalement quotidienne, qui est des brèves économiques, on va dire ça comme ça, qui a été commencé avec une target très étudiants, jeunes professionnels, etc., et qui est que je trouve aussi dingue, parce qu'elle arrive à me faire lire des trucs qui sont a priori pas hyper sexy, et je l'ouvre tous les jours, et je trouve ça fou, et j'ai creusé un petit peu les chiffres, et c'est là où là tu commences à comprendre un peu l'enjeu du truc. En 2019, il y avait quasiment 2 millions de subscribers et 13 millions de dollars de revenus pour 30 employés, et 42% de taux d'ouverture. Donc quand tu es à 2 millions de subscribers, ça commence à faire. Du coup voilà, c'est le truc, moi, c'est la newsletter qui m'a marqué, et que je trouve plusieurs verticales en plus par sujet. Ouais, et après effectivement, j'ai découvert qu'en creusant, en fait, je les connaissais pas. Tu as une verticale tech et une verticale retail, mais qui fait que 10% du revenu, en fait. 90% de l'attraction, elle est sur la newsletter économique générale. Donc je trouve que c'est un super modèle. Après, j'en ai d'autres, des Substack, mais il y en a une que j'attends, c'est d'un point de vue plutôt métier, parce que moi je suis VC, donc et il y a une newsletter qui vient de se lancer, qui s'appelle Capital Call, par trois investisseurs français. Willy Brown, Nicolas Collin et je sais plus, je crois que c'est Vincent quelque chose. Je suis désolé, Vincent, si un jour tu m'écoutes, mais qui va finalement faire de la curation sur le contenu du VC, mais au niveau européen. Tous les créateurs de contenu européens du VC, et ils vont faire cette curation là, que ce soit d'un point de vue écrit, audio, vidéo, etc. Ils ont sorti une première version là cette semaine ou la semaine d'avant. Et ça, c'est cool, parce que c'est vrai que d'aller chercher partout le contenu de qualité, d'avoir quelqu'un qui fait la curation pour toi, tu gagnes du temps. Je vois qu'il y a 2 questions qui ont été posées, et merci Alexis pour ces 2-là. Il y en a une donc qui a été posée par Ange. Donc, est-ce qu'on a des newsletters qui partagent des best practices pour community building, writing? J'ai entendu celle de Rosie Cherry. En avez-vous d'autres? Donc immédiatement, moi, ce que je peux te dire, c'est que faut que tu t'inscrives à celle de ComChat. ComChat, qui est
qui est un groupement, un collectif de community builders en fait dans le monde, qui est peut-être la plus grosse communauté, comme chat.substack. Et en fait, ils ont fait un summit de tous les community builders il y a 4-5 jours, avec à peu près tous les grands community builders, qui soient indépendants, que ce soit en poste. Il y a au moins une quinzaine de vidéos. Donc si vous êtes intéressé par ces vidéos, rejoignez Airparty, puisque Airparty c'est la newsletter également. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, du community building, donc où tous les dimanches ou quasiment tous les dimanches, on va dire toutes les 2 semaines, je fais une curation hyper complète de tools et de ressources à destination du community building. Et la deuxième question, c'est comment engagez-vous avec votre audience dans vos newsletters? Toi, je sais que Jasmine, c'est par Instagram, c'est ça que tu disais? Oui, je pense que la question en pose plusieurs, mais de même, j'essaye d'inciter à répondre aux différents mails de la newsletter, ce qui est assez difficile. Je pense que le réflexe, ça dépend de ta cible aussi, mais en tout cas pour la mienne, qui est surtout des étudiants et jeunes diplômés qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils, fait que l'usage n'est pas le même. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et sinon, d'utiliser d'autres canaux. Donc moi, du coup, je suis allée là où est mon audience aussi, c'est-à-dire sur Instagram. Et là, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'interactions, de faire des sondages, des stories, de parler en MP, d'avoir toutes ces features qu'on n'a pas à Substack, mais qui fait un outil en plus évidemment, mais qui me sert pour d'autres sujets également, notamment le podcast. Mais moi, j'utilise un autre canal du coup. Substack ne permet pas encore à mon échelle, et je pense que c'est aussi la maturité en termes d'usage de mon audience d'interagir, et que dès qu'on pose une question ou qu'on a envie de créer de l'interaction, ça marche pas encore tout à fait pour être transparent. C'est hyper intéressant ces questions d'interaction, parce que c'est là où on voit qu'on passe d'une audience à une communauté finalement, avec des étapes plein d'étapes. Marie, t'es là? Mais j'ai pas l'impression. Elle est partie, Marie. Marie utilise un Telegram. Elle a onboardé une partie de ses followers sur Twitter sur un Telegram. Et pour la suivre, c'est hyper intéressant, parce que il y a la découverte de Telegram pour beaucoup de personnes, dont moi, et avec une fonction, avec 2 fonctions en fait sur Telegram. Vous pouvez faire des channels ouvertes un peu, avec 2 features. Une qui consiste à lire un peu un flux que tout le monde a, et une autre feature plus discussion, plus chat. Donc ça permet en fait de donner du contenu, de broadcaster du contenu comme ça à son audience, on va dire son audience plutôt, et en chat d'inviter les gens, donc là plus votre communauté, en tout cas vos power users à échanger avec vous des avis. Et donc je relais pour Marie dans ce petit témoignage. Bon, on a aussi Alexis, je pense qu'on est tous les deux sur le bateau. Je suis là, moi. Je suis là, Alex. Ouais. Ah ouais, t'es là, Alexis. En vidéo, mais je suis là. Je vous entends. Ouais, je le vois, moi. Okay. Justement, toi, Alexis, toi, t'as onboardé, c'était pas sur ta newsletter, mais c'était sur ton podcast. T'as onboardé quand même pas mal de tes auditeurs sur un WhatsApp, c'est ça? Ouais, alors j'ai testé plein de trucs et je suis encore en cours de test, mais en fait finalement, mais en fait mon premier canal d'échange, c'est quand même LinkedIn, hein, moi, parce que finalement je rejoins un peu, enfin c'est un peu le pendant de Jasmine. Son audience est sur Insta, moi mon audience elle est sur LinkedIn, donc du coup j'ai beaucoup d'échanges sur LinkedIn, sur le podcast, via un message perso, hein, etc. Donc c'est principalement là que j'ai les échanges. Ensuite, effectivement, je suis en test sur WhatsApp, et puis j'ai aussi utilisé la fonctionnalité thread, fil de discussion de Substack, pour prolonger les échanges avec l'invité de l'épisode, donc qui permet aussi de générer de l'interaction. Donc tout ça c'est en perpétuel test, mais du coup je vous rejoins sur le fait que il n'y a pas un outil pour échanger avec sa communauté. Je deviens, ma conviction c'est faut être là où il y a les gens, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que finalement, c'est quand tu impliques ta communauté dans la création de contenu que la communauté s'engage. Et c'est quand tu poses des questions à la con, j'ai envie de dire, que la communauté
est pas très présente. Et on en revient sur une discussion qu'on avait vite faite tous les deux, Alexis, mais les threads Substack, ils doivent être pris dans ce sens-là. Et en général, co-construction avec la communauté, c'est quelque chose qui toi tu le fais avec tes podcasts pour avoir plus de questions et ouais, enfin je peux en parler de Jasmine, peut-être que toi tu fais la même chose, enfin j'en sais rien, tu me diras, mais moi effectivement mes auditeurs les plus fidèles, je les sollicite, ou les gens que je sais qui ont une opinion intéressante, je les sollicite pour savoir comment ils voient tel ou tel sujet, comment ils voient telle ou telle interview de telle personne, ce qui permet d'alimenter et de m'aider, enfin de m'aider en tout cas d'enrichir la préparation des interviews. Moi, si je peux prendre un peu de recul sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de créer, parce qu'on passe quand même du temps à soit faire de la curation de contenu, soit créer du contenu. Je pense qu'il faut pas l'oublier que si le but premier c'est d'interagir avec sa communauté, il faut trouver le bon canal et penser dans la construction de son Substack notamment à comment implémenter dès le début ou en tout cas fidéliser son audience comme ça. Alexis et moi, on a commencé par un podcast qui est en tout cas un des moyens, je pense les moins simples pour savoir qui est son audience et pouvoir parler avec eux. Parce que c'est pas en live, parce que il y a plein de raisons qui font qu'on a aussi lancé d'autres canaux pour avoir cette interaction, même si c'est LinkedIn ou Instagram, ça nous permet d'avoir cette fonctionnalité. Donc je pense que ça dépend si la question en tout cas était posée dans le sens de comment créer cette interaction, ça dépend du contenu que tu crées, ça dépend de l'interaction que tu as avec ta communauté. Si tu veux être légitime sur un sujet et faire de la curation de contenu très qualifiée, tu auras peut-être pas besoin de la même interaction avec ton audience. Si tu veux créer une communauté sur un sujet, ça sera différent. Et donc, je pense que ça demande une réflexion plus stratégique en amont de comment, quels outils tu utilises pour faire quoi. Et est-ce que ton contenu, tu as envie de l'insérer dans une stratégie plus large de création de communauté ou plus d'expertise ou plus, il y a plein de possibilités. Et donc, nos retours d'expérience sont aussi propres au contenu qu'on crée et sur la verticale et la cible qu'on adresse. Et donc, je pense que ça c'est très variable d'une personne à l'autre sur comment tu interagis sur Substack, notamment avec ton audience. Ça dépend de ce que tu crées. Oui. Et puis, ça dépend aussi de la stratégie que tu as, parce que si tu es sur Substack pour faire du gratuit, c'est une chose. Si tu es sur Substack pour faire du payant, c'est déjà autre chose. Et tu rentres en plus dans le paradigme de Substack quand tu fais ça. Donc, je dirais que tu profites plus de Substack si tu es en mode je veux à un moment donné rémunérer. Et donc, du coup, si selon ce positionnement-là, tu vas pas impliquer ta communauté de la même manière et le segment de ta communauté. Les gens qui te paient, à un moment donné, tu vas normalement leur donner plus de choses sympas que les gens qui te paient pas. Sur Substack, c'est que c'est pas du tout un outil de newsletter en fait quand on y pense. C'est pas vraiment un outil de newsletter. C'est un outil de blog rémunéré parce que pour avoir fait l'écueil de l'utiliser comme un outil de newsletter et de balancer autre chose que du contenu de fond, c'est-à-dire pour avoir lancé un podcast aussi, je l'ai utilisé pour annoncer le prochain podcast qui sort et genre donner de l'info dont tout le monde se fout. Ça marche pas parce que c'est pas un outil de notification. Substack, c'est quelque chose où quelque part le paradigme c'est de faire payer donc les gens et donc du coup l'usage même de Substack il faut bien le piger pour profiter pleinement de. Il y a un truc qui n'existe pas sur Substack, c'est du contenu premium gratuit. C'est très difficile de faire du contenu premium gratuit pour une partie. Le contenu premium, il est pour les subscribers payants. Et avec les nouvelles possibilités d'invitation qui est sorti il y a 2 jours, c'est ça? Oui, qui est sorti la semaine dernière, mais en plus sur entre faire grandir une base ou sinon l'invitation. Mais peut-être qu'ils l'ont vu ça. Peut-être qu'ils l'ont vu parce que il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent de manière très quali aussi, sans faire payer de choses. Et c'est vrai que pour dissocier une partie de gens qu'on a envie d'adresser pour un mail, du contenu un peu général, d'une autre partie de personnes dont on a envie de réserver quelques bons morceaux, sans avoir forcément envie de les faire payer. C'est vrai que jusqu'à il y a 2-3 jours, ça c'était très difficile sur Substack, mais c'est le paradigme. On verra. Bon, écoutez, super. On arrive sur 50 minutes, pas loin d'1 heure. On va clore. Les questions, Alex, il me semble, sur les stratégies payantes d'acquisition.
Ouais. Oui, oui, les stratégies payantes d'acquisition, comment nous on se débrouille. Écoute, je te laisse répondre, je te laisse commencer, Jasmine. Peut-être Alexis, je te laisse la parole. Alexis, ouais. Ouais, c'est quoi cette façon de renvoyer la question quand on n'a pas envie de répondre? Ça se fait pas. C'est une question un peu dure. Stratégie d'acquisition pour créer ça, enfin pour payer pour avoir des subscribers supplémentaires. Ouais, faire de l'acquisition, ouais. Moi, honnêtement, je l'ai pas fait. Alors j'ai testé mais des micro trucs sur la pub LinkedIn et la pub Twitter, mais vraiment à toute petite échelle. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais tout petit à ce moment-là, j'avais pas d'audience et ça avait pas beaucoup d'intérêt. À ce moment-là, je me repose la question et en fait, ça dépend de ta finalité en fait. Aujourd'hui, moi, je suis pas dans une phase où je vais monétiser tout de suite la communauté, donc la croissance organique me va bien. Après, je ferme pas le sujet. Mais il faut qu'il y ait un but et un objectif qui soit très clair derrière. Et aujourd'hui, je vois pas le sujet à ce moment-là. Maintenant, quand tu regardes un peu de la littérature, tu vois que il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur ça et beaucoup de trucs qui marchent. Mais il faut aller au-delà de vendre ton contenu en tant que tel. Enfin, il faut avoir une vraie stratégie d'acquisition payante. Voilà. Oui, et puis pour rebondir encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de tes différents canaux. Tu vois, moi par exemple, j'ai un podcast, une newsletter et un Instagram. Je vais plus avoir envie d'aller chercher mes audiences sur Instagram et si quitte à payer, ce sera plus sur ce canal-là parce que ça me permettra de partager tout le reste. Et parce que c'est là où j'ai de l'interaction et c'est ma stratégie, c'est de créer une communauté engagée avec laquelle je parle et avec qui j'ai une relation. Et du coup, tu vois, c'est aussi une question de comment tu vas faire grandir la newsletter. Donc, ça reste purement organique via Substack. Et pour moi, ça rentre dans ce que disait Alexis, dans une stratégie plus globale de quel est le moment ou le canal que tu veux mettre le plus en avant et pas faire tout en même temps. Et de se dire, OK, si moi, je veux faire grandir d'abord, moi, par exemple, mon Instagram, il faut que je me concentre là-dessus et je vais l'utiliser pour alimenter mes autres canaux. Mais il faut vraiment avoir une stratégie, je pense, claire sur si c'est ta newsletter et dans un but de la faire payer, de créer une communauté et la construire en fonction. Moi, je l'ai utilisé une fois. J'y ai pas beaucoup réfléchi le jour où je l'ai fait, mais finalement, en fait, je l'ai fait quand je faisais un podcast, sur un épisode dont je savais qu'il allait cartonner. Et donc, j'ai fait une pub Facebook payante sur un truc qui était déjà assuré. Et la pub a super bien marché. Et ouais, ça fait penser un peu à cette phrase de « on ne prête qu'aux riches », mais c'est un peu ça. C'est j'ai l'impression que le payant, il il vous fait pas passer de l'ombre à la lumière, ça vous fait passer de la lumière à la super galaxie, quoi. C'est voilà. Et le payant, c'est de l'huile sur le feu, mais il faut déjà qu'il y ait du feu. Et c'est ma petite expérience perso sur le payant, quoi. Mais quand tu vois dans les commentaires 4 € le lead sur Facebook, et à un moment donné, pour avoir des subscribers à ta newsletter, t'arrêtes, hein. Enfin, ça dépend de ton audience quand même sur Facebook. Je vois le commentaire sur. Non, mais je vois le commentaire sur. Oui, voilà, il a vite arrêté du coup. Je vois le commentaire sur d'Alex. Ah oui, d'accord. 4 €, ouais. Mais c'est là où t'atteins. Ça n'a pas beaucoup de sens à ce moment-là. Non, bien sûr. Ouais, non. Puis ça dépend aussi si on est full time ou pas dessus sur son projet, si on a un peu d'argent de côté, de plein de choses comme ça, quoi. Ok, écoutez, si ça vous a plu, en tout cas, je pense que ça a plu à nous quatre. Cette discussion au coin du feu. À très vite pour renouveler l'expérience sur d'autres sujets avec la communauté des repartis. Pour rappel, où est-ce qu'on te trouve, Alexis? Moi, on me trouve sur Equity 101, donc 101 equity101.substack.com. Super. Jasmine? Alors, le mieux pour pas me parler, c'est soit LinkedIn ou vocation.co sur Instagram, mais sinon sur Substack, c'est vocationpodcast.substack.com. Cool. Pour Marie, c'est inbedwithtech sur Substack, mariedolé.substack.com. Et pour moi, donc c'est rparty.substack.com.
Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un super week-end à tous. Et le podcast, le replay, tout ça sera disponible dans la newsletter d'Airparty. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Un grand merci, Alex, d'avoir organisé ça. Alex. Puis j'en Ciao. profite, si quelqu'un veut nous contacter, enfin, moi, il n'y a vraiment aucun souci pour donner mon avis en off si jamais ça intéresse. Voilà. Moi, j'ai aucun problème si vous voulez vous abonner à ma newsletter. Ça ne me dérange pas du tout. Allez-y. Gratuite. Sur ce mot de la fin. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, Jasmine. Ciao.